Nous sommes aujourd'hui lundi et c'est avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons dans le cadre de votre émission en espérant que vous ayez passé un très bon week-end. En tout cas, nous concernant, c'est-à-dire le public, les chroniqueurs et moi, on a passé un agréable week-end. Voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser au sport. Je porte très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, un thème très évocateur qu'on aura le temps de décortiquer en première partie de cette émission. Et puis, je ne serai pas seule. Comme d'habitude, il est là, il est fidèle. Son nom, c'est Dr Philo. Un humoriste hors pair, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous montrer aujourd'hui? Wait and see, comme les Anglais le disent. Et puis, Méliane Cuny. Méliane Cuny, on va dire la nièce de l'oncle. Avec son beau sourire, elle est là. Et on la retrouvera bien sûr dans le cadre des TIC. Et Jean-Michel Onin portera bien sûr très haut, on va dire, les informations culturelles, n'est-ce pas? Je peux compter sur vous. Hein. Voilà, on les retrouvera sur le plateau dans quelques instants. Il est 12 h et je peux donner le signal d'alarme parce que c'est midi, c'est maintenant. On fait le show avec C'est midi. 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 On fait le show. Peut-être aussi. On fait le show avec C'est midi. On fait le show avec C'est midi. On fait le show avec C'est midi. Merci beaucoup et bienvenue dans votre émission. Alors public, je veux juste savoir une chose. Est-ce que vous êtes content d'être là dans ce studio? Voilà. J'espère que nos téléspectateurs sont aussi heureux que vous. Et apprêtez-vous tout de suite à accueillir des athlètes venus de nulle part. Les voici. On les applaudit comme eux. Des athlètes venus de nulle part, voilà, qui ont tout de même le drapeau ivoirien. Wow. Voilà. Alors, voilà. Philo Tiapo. Oui, voilà, nous portons très haut le drapeau ivoirien à l'extérieur et nous, on vient d'arriver. Voilà le journaliste qui nous a accompagnés. C'est lui qui a les records, le test, tout ça. Voilà. Alors, je suis... on va donc l'écouter. Monsieur le journaliste, oui. Bonjour. Bonjour madame, merci de nous accueillir sur votre plateau. Bah, je vous en prie, c'est un plaisir. Nous, notre plaisir, il est double parce que nous venons ici de ramener une moisson exceptionnelle qui va forcément ravir les Ivoiriens. D'accord. Docteur Philo qui vient de vous de glaner pour vous la médaille de charbon. La médaille, La médaille de charbon. De mémoire. Merci. Merci. De mémoire d'animatrice, c'est la première fois que j'entends cela. Bah, c'est l'une des Médaille de médailles les charbon. plus convoitées en ce moment dans le domaine Ok. athlétique. Bon, en fait, c'est pas la médaille qui importe. Voilà, il faut. C'est voilà. le fait de participer. C'est le fait de participer et de porter au haut le drapeau. C'est ce que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, très haut le drapeau. Je suis avec ma compatriote ivoirienne Méliane Cuny. Elle a fait nage plat libre. Elle a failli se noyer. Oui, elle a pu aussi à faire. Pour les poids lourds. Maintenant, moi, voilà. Moi, je fais double athlétisme, c'est-à-dire double piste. Okay. Quand je cours sur goudron avec ça, arriver sur escalier dans le désert, c'est ça là, il prend. Ah, d'accord. Voilà, Bah, c'est ça, il prend. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Merci.
Merci pour les drapeaux. Voilà, la donc, Côte d'Ivoire qui gagne. oui. C'est les couleurs orange, blanc, vert. Nous en sommes fiers. Mais Voilà. on a quand même besoin de résultats et de performances, s'il vous plaît. Oui, médaille charbon, c'est médaille. Merci. Je porte très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est donc le thème retenu pour ce jour. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son avis. Non, pas... Merci. Méliane. Ok. Ce qu'il faut retenir, Caro, porter très haut. Nous, on vient d'arriver comme ça. Elle vient de Ottawa. Moi, je viens de Beijing. J'ai même fait Tokyo. J'ai même fait Shanghai et autres. Tout ça. Donc, Elle vient d'où? De Beijing et Ottawa aussi. Ne l'oublie pas. Et donc, porter très haut le drapeau, c'est une bonne chose. Le drapeau, c'est le symbole symbolique d'un pays. Le symbole symbolique. D'un pays. Le symbole symbolique. C'est pour dire qu'après le drapeau, il n'y a rien. C'est-à-dire quand tu es quelque part et que tu vois le drapeau ivoirien orange, blanc, vert, c'est une fierté pour nous. C'est pourquoi à l'époque, à l'école primaire déjà, même celui... Chaque matin, on partait saluer le drapeau, c'était obligatoire. Tu partais t'arrêter au drapeau, même si tu as 2 en classe. Le dernier de la classe s'arrêtait au premier de classe et il salue le drapeau. Là-bas, il n'y a pas de niveau. Tout le monde est là, on salue le drapeau, on respecte le drapeau. Bon, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, mais nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait chaque matin. Ça, c'était en quelle année? Bon, si les gens vont calculer mon âge. D'accord. Voilà, ils vont calculer mon âge. Oh, c'est un dessin, hein? Voilà. J'ai posé la question à dessin. Voilà. Oh, mais c'est pas grave. Un athlète, non, on ne doit pas connaître l'âge d'un athlète. Maintenant, on va courir chez les blancs. Quand on va connaître mon âge, bon, les blancs vont faire le calcul, on risque de me chasser. Oh, c'est pas trop bon. Voilà, sinon on est là, on court avec les enfants de 12 ans, les blancs là-bas, on les gagne. On les gagne. Et je disais que le drapeau est très important et il y a des gens qui jouent avec le drapeau. C'est pas bien. Il y a des gens qui s'amusent avec le drapeau. Tu vois les drapeaux torsion dans un restaurant. Bon, il faut respecter ton drapeau. Orange, blanc, vert, tu es là. Et puis tu laves assiette avec le drapeau. Parce qu'il n'y a pas. Il faut respecter. Même les tests d'embauche, parfois, on met le drapeau devant la porte parfois. Sur le seuil, il peut te dire rentrez, monsieur. Quand vous marchez dessus, vous avez échoué. Ça arrive, oui. Moi, j'ai participé à des tests comme ça avant d'être athlète. C'est la première fois. Déjà, même l'employeur qui pose le drapeau par terre, voilà. on doit lui poser des questions. Non, ils mettent question en bas, en fait. Ils ne mettent pas à terre totalement. Et quand tu marches dessus, tu as déjà échoué parce que tu n'as pas eu... Il faut avoir ce réflexe-là de respecter le drapeau. Et c'était dans quel genre d'entreprise? Bon, pour ne pas faire de pub. Oui. J'ai pas envie de faire de pub. J'ai pas envie de faire de pub. Si vous me permettez, je vais faire la pub. Oui, d'accord. Je peux dire le nom de la société si vous voulez. Je peux le dire. Non, d'accord. Ah, voilà, donc ça peut pas... En fait, on n'a pas demandé le nom de la société, mais plutôt le secteur d'activité. Et donc, vous voyez, le drapeau, quand vous voyez Sérédier pleurer, les gens se moquent de Sérédier. C'est pas des pleurs, c'est pas parce que Sérédier veut pleurer. Mais c'est quand il a arrêté la main comme ça, sur lequel il voit le drapeau, et c'est ce qu'on appelle les pleurs patriotiques. Ok. Et il a peur. Parce qu'il se dit, ce drapeau qui flotte, je dois le maintenir haut. Pourquoi on va me gagner, puis le drapeau là va descendre, c'est Sérédier qui a fait. Donc c'est des pleurs patriotiques, c'est pas parce que quel petit blanc qui peut frapper Sérédier et puis il va pleurer. Quelqu'un qui est formé comme ça, qui peut le frapper? Donc ça vous dit que c'est des pleurs. Donc quand vous voyez ces athlètes là, en train de pleurer, puis le drapeau, c'est la fierté. C'est tellement il est fier de lui, mais il se dit, c'est moi petit de Nyaprayo, c'est moi qui me retrouve aujourd'hui. On est vraiment fiers de ta banderole voilà. Et surtout de ta médaille en charbon. Oh ouais. Merci beaucoup. On fait la participation. Merci. Infiniment, docteur Philo. On va te retrouver tout à l'heure. Je vous en prie. Un message à l'endroit des personnes qui portent très haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est ton micro-trottoir et on revient. Je félicite dignement toutes les personnes qui représentent la Côte d'Ivoire au nom des couleurs orange, blanc, vert. J'encourage vivement toutes les personnes qui œuvrent pour que le drapeau ivoirien se hisse le plus haut possible, partout à travers le monde. Toutes ces personnes qui portent les couleurs de la Côte d'Ivoire en dehors même du pays, je pense que ces personnes sont à féliciter parce que ce n'est pas du tout facile. Je prends par exemple l'exemple de Didier Drogba, qui a beaucoup souffert en Angleterre, qui a tout fait pour pouvoir s'imposer dans le championnat anglais. Et aujourd'hui, c'est une référence en matière de football sur le plan mondial. Ce qui fait que par moment même, on a certaines autres autorités qui sortent de la Côte d'Ivoire qui sont quand même obligées, qui se voient obligées de dire le nom de Didier Drogba pour qu'on puisse savoir réellement de quel pays ils viennent. Merci à tous les sportifs, tous les politiciens, tous les hommes importants qu'il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire, de le monde entier. Moi, je les encourage beaucoup. Puisque tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. Donc vraiment, je les encourage beaucoup
ils peuvent continuer comme ça, quoi. Donc vraiment, je suis très content d'eux. Et oui, je porte très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est la question du micro-trottoir, sinon le thème de ce jour, autant pour moi. Et nous allons maintenant recevoir notre invitée témoin. Mais laissez-moi vous dire qu'elle est médaillée d'or et record woman sur 100 mètres aux Jeux africains de Brazzaville 2015. Elle est aussi médaillée d'or sur 200 mètres aux Jeux africains de Brazzaville en 2015 aussi. Pour ne citer que ses performances et ses médailles, on va la recevoir avec des ovations bien nourries. Son nom, c'est Talou Marie-Josée. Elle est âgée de 26 ans. Je vous demande de l'applaudir très fort. Talou Marie-Josée qui nous rejoint sur ce plateau. Merci. N'oublions pas qu'elle a été aussi championne de France sur 200 mètres en 2014, médaillée de bronze sur 100 mètres au championnat d'Afrique à Marrakech. Bonjour Talou. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et merci surtout de porter très haut le drapeau, les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Alors, comme le principe de cette rubrique, c'est de savoir exactement votre histoire, et votre belle histoire nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce que c'est arrivé, cette envie de vouloir faire de l'athlétisme? Moi, je vous regarde très féminine et je me pose encore la question et je pense tout de suite à Marie-Josée Pérec. Franchement, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'athlétisme? Bah, si on veut dire, c'est mon grand frère. Parce que dans les débuts, je faisais du football. Et du football? Oui, du football. Ah, alors là, je ne suis pas encore sortie de l'auberge. Dans les débuts, j'étais très portée sur le football et après, il a dit bah, il ne voulait pas que je sois un garçon manqué. Ok. Donc, comme je savais courir, il m'a demandé d'aller faire l'athlé et c'est comme ça. J'ai eu la chance d'être dans la même classe avec le fils de mon premier coach qui est ici. Et là, j'ai fait un test au Stade Félix Houphouët-Boigny où j'étais nu-pied. J'ai gagné pratiquement tous ceux qui faisaient de l'athlé depuis longtemps. Et pourquoi vous étiez nu-pied? Parce que je n'avais pas de chaussures. Il faut porter des, comme on peut dire, des spikes, des paires à pointe. Moi, je n'avais pas. Donc, nu-pied. Et on vous a laissé courir? Justement. C'était les 200 mètres et j'ai gagné. Waouh, chapeau. Et ce que je sais, c'est qu'au départ, vous faisiez un tronc commun, médecine. Oui, en médecine. Oui, c'était pas évident, comme on le dit, parce que quand tu fais la médecine, il faut être vraiment porté sur la médecine. Et le sport aussi, si tu veux faire les deux, c'est un peu compliqué. Donc, je me cachais pour aller m'entraîner. Ma maman n'a pas voulu. Donc, elle n'était pas du tout d'accord. Donc, à la fin, il a fallu choisir. Et comme j'étais portée sur le sport, j'ai laissé le tronc et je suis venue faire le sport. En prenant des cours de médecine, vous aviez l'ambition de devenir quoi au bout de la formation? Un médecin. Médecin, mais avec quelle spécialité? Non, je ne comptais pas me spécialiser, j'attendais de voir. La spécialisation est venue avec le sport. Oui, justement. Vous avez arrêté les études carrément ou vous avez continué? Quand j'ai eu une bourse pour aller en Chine, j'ai fait 3 ans là-bas où j'ai fait pratiquement la langue chinoise. Et quand ça n'a pas été, je suis revenue à Abidjan. Et quand je suis arrivée à Dakar, j'ai essayé de faire l'anglais pour essayer de faire des langues, quoi. Mais comme en ce moment, c'est difficile de faire le haut niveau en Afrique et faire en même temps les études parce qu'il faut beaucoup voyager et tout. Donc, je voudrais qu'on revienne sur Dakar, s'il vous plaît, parce que vous dites quand j'étais à Dakar. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Dakar? Et à Dakar, c'est le centre d'athlétisme, le centre international d'athlétisme. Voilà. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Ah oui, bah, quand j'étais en Chine, j'ai vu que ça n'allait pas. Il fallait revenir en Afrique. Qu'est-ce qui n'allait pas précisément en Chine? D'abord, la nourriture. Non, pas la nourriture parce que... avec les Chinois. Non, parce que, en fait, comme je l'ai dit, j'étais vraiment portée sur le sport et je n'avais pas de compétition. On n'en doute pas. Je n'avais pas de compétition parce que je n'étais pas chinoise. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas d'Africains là-bas qui participent à des compétitions ou vous n'aviez pas peut-être le niveau et les compétences requises? J'avais le niveau, je battais pratiquement tous les Chinois, mais le problème c'est que quand tu as une compétition, quand tu trouves une compétition, tu fais juste les séries. Tu fais une course et c'est fini. Le reste, c'est les Chinois qui font jusqu'à la fin. Et là, cela n'était pas un avantage pour votre carrière? Non, justement, oui, parce que pour un sportif de haut niveau, il faut pratiquement 10 compétitions dans la saison pour être en jambes. Et moi, ça ne m'arrangeait pas et tout. Et quand je venais pour les compétitions en Afrique et que je laissais les cours là-bas, on me disait, tu peux venir, mais quand j'arrive au niveau des, comment je peux dire ça même, au niveau des compositions et tout, je ratais, je n'avais pas la possibilité de refaire.
C'est-à-dire qu'il fallait prendre du crédit encore pour l'année qui suivait. En temps, le cours en chinois, c'est difficile. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Du crédit, comment? C'est-à-dire, en Europe, quand tu ne valides pas une matière, tu as la possibilité d'aller en classe supérieure. Mais... Ouais, justement. Mais là, tu n'as pas la possibilité d'aller en classe supérieure. Un peu comme les UV. Justement, tu reprends encore ta classe. Tant que tu n'as pas validé ça, tu n'avances pas. En moi, ça me perdait du temps. Donc, Marie-Jo parle chinois. Un peu. Oui, dites-nous quelque chose de chinois. Ah, je peux dire bonjour. Zhao Shanghao. Zhao Shanghao. Oui. Pas mal. Ok. Alors, Méliane? Oui, on va déjà donner quelques réactions Facebook. On a Junior Stéphane Bonny qui dit c'est très noble de hisser notre drapeau national très haut, car nous aussi, nous sommes une grande patrie. Je vous félicite, continuez et vive la Côte d'Ivoire. C'est elle ou Ça fait plaisir. Mais moi, je me donne envie de savoir, Jean-Michel a parlé tout à l'heure de l'aspect la langue chinoise. Donc, comment passer du gouro au chinois? Du gouro au chinois, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, quand tu es dans un pays, il faut t'adapter à la langue et tout. Mais pourquoi pas du français au chinois? Le français qui est donc la langue la plus parlée, c'est vrai que c'est sa langue maternelle. Mais est-ce que vous parlez bien gourou? Non. Voilà, donc on ne peut pas passer du gourou au chinois si on ne parle pas gourou. Elle est déracée. Le chinois est difficile. Oui, je comprends le gourou, mais je ne parle pas. Je ne parle pas. Il a fallu combien d'années pour apprendre, enfin combien de temps pour apprendre chinois? Chinois, normalement, sur 6 mois, tu peux l'apprendre, mais pas totalement. Et c'est une langue qu'il te faut parler couramment, c'est-à-dire si tu laisses le chinois te laisse comme on le dit. Donc toujours, il faut être là, avoir des amis avec qui échanger et tout. Et comme les Chinois, ils sont un peu bizarres. Moi, j'étais une fille, j'étais tout le temps dans mon coin. Moi, j'aime pas sortir, au fait. Donc si tu sors pas, ouais, justement. Très autarcique. On va revenir sur le Centre international d'athlétisme de Dakar. Dites-nous exactement, c'est quoi les infrastructures dont vous disposez là-bas pour vos entraînements? On a un grand stade là-bas. On a une salle de musculation. On a déjà... Ça n'existe pas ici en Côte d'Ivoire? Bon, déjà ici au stade Félix Houphouët-Boigny, je pense que la salle de musculation qui est là n'appartient même pas à la fédération. Je pense les gars du judo, mais elle n'est pas du tout équipée. Elle n'est pas du tout équipée et tout. Elle n'est pas suffisamment équipée? Ou pas du tout équipée? Je ne dis pas du tout parce que... Ah, d'accord. Nous, on a besoin de beaucoup... Comparé au centre de Dakar, oui, on a tout, puisque c'est un centre international qui est sur la houlette de la grande fédération internationale, l'IAF. Donc, on a pratiquement tout. On a de bons coachs. On a, comment je peux dire ça, on est dans un grand centre où c'est que les athlètes de différents pays, c'est-à-dire Cameroun, Burkina, comment je peux dire, Kenya, plein de pays africains, les meilleurs, en fait. On prend les meilleurs de chaque pays et vous formez. Ouais, justement, vous travaillez en moyenne combien d'heures par jour? Ça dépend. Ça dépend. On commence d'abord les entraînements à 9h30 jusqu'à des fois on peut finir à 11h. Des fois à midi, ça dépend de la séance qu'on a. Et c'est du lundi au samedi, peut-être les dimanches, ça dépend. Donc vous travaillez beaucoup? Beaucoup. Ça peut être le matin. Ça répond à quoi? C'est vrai qu'on dit vous travaillez, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'un athlète fait comme entraînement pour être performant? Déjà, on peut dire la première partie consiste à la préparation physique. Et pendant la préparation physique, d'abord, dans les débuts, c'est les courses de longue distance. Donc, on peut faire 30 minutes, 1 heure, 2 heures de course. Ça dépend de la discipline que tu fais. Et après ça, on part à la plage où on essaie de... Beaucoup de choses en tout cas. Il y a une photo qui attire mon attention tout de suite. Muriel Aouré et Talou, Marie-Josée. Alors, la question que je veux poser, parce que je sais que Muriel Aouré a été, on va dire, 2 fois vice-championne du monde sur les 100 mètres et sur les 200 mètres. Et elle disait comme ça une fois qu'à ce stade de la compétition, il faut que l'athlète soit accompagné, il faut que l'athlète ait les moyens. Quand on parle de moyens, quand on parle d'accompagnement, de quoi s'agit-il exactement? On parle de moyens, comme on le dit, c'est les moyens financiers. Moyens financiers. Oui, justement. C'est les moyens financiers pour pouvoir faire les voyages. Et ces moyens financiers sont utilisés comment? Bon, ça dépend du programme que le coach il a fait. S'il a dit, bon, pour préparer la saison 2015-2016, il nous faut faire beaucoup de stages, il nous faut beaucoup de compétitions à l'étranger et tout. Et quand on voyage, on a nos kinés qui sont avec nous parce qu'un athlète de haut niveau, il a toujours son kiné avec lui. Et c'est primordial, mais parce que le coach, il peut ne pas être là. Mais le kiné, il doit être là à 100%. Donc,
il y a tout ça pour les déplacements et tout. Donc, voilà. Donc c'est un tout, hein, l'encadrement, les voyages, aller participer à d'autres compétitions. Donc ça demande beaucoup de moyens. Et vous avez glané quand même beaucoup de lauriers, beaucoup de médailles. Je n'aurai pas le temps d'égrener tout votre parcours. Déjà en 2012, vous étiez médaillé de bronze sur 200 mètres au championnat d'Afrique de Porto Novo. Ce que je veux savoir, après ça, qu'est-ce qu'on récolte en dehors des médailles? Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement financier qui suit? On n'est pas reçu par les instances étatiques. Qu'est-ce qui advient aux grands athlètes comme vous? Nous, pour le moment, on attend toujours, comme je le dis, on ne nous a pas encore reçus. Donc, mais ça viendra? Ça viendra, oui. On espère que ça viendra. On prie pour ça, comme on le dit. Donc, vous voulez être reçu par qui? Déjà par notre ministère. Après, pourquoi pas le président de la République. Ça serait un honneur pour nous de lui présenter ce qu'on a gagné pour le pays. Et pourquoi pas avoir aussi une villa de 30 millions? Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, pas du tout. Ce serait pas mal. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça vous fait chaque fois que vous arrivez à faire hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire lorsqu'il flotte? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est une fierté, hein, parce que déjà, quand tu es dans un autre pays et puis on dit « Ah, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ton drapeau qui flotte », c'est une fierté. C'est une grande fierté parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays comme on le dit, donc voilà. Est-ce que l'émotion vous est déjà montée à la gorge au point de vouloir pleurer patriotiquement comme... C'est pas moi, c'est Dieu. C'est du pareil au même. Ah oui. Il y a eu des émotions très fortes? Ah oui, ah oui. Cette année aux Jeux africains. Ah oui, parce que les 100 mètres, c'était pratiquement acquis. Mais aux 200 mètres, j'avais une tendinite qui me fatiguait, donc j'avais mal aux pieds. Je devais décider entre abandonner et puis continuer et tout. Donc, j'ai pensé au pays et malgré ça, avec la douleur, j'ai eu une médaille d'or. Donc ça, c'était... Wow. Oui, avec la douleur. Merci de l'avoir fait. Moi, je souhaiterais vivement que les Ivoiriens puissent vous adopter parce que vous avez beaucoup de valeurs, vous avez beaucoup de talent et on peut compter sur vous, c'est sûr. On n'aura pas que Muriel Aouré, on l'aime beaucoup, on l'adore, mais on aura aussi notre Talou et aussi notre Meïté, Meïté qui n'a pas pu être là parce qu'il devait être sur ce plateau avec vous, qui a eu un empêchement. Voilà. Donc, il était avec vous à Brazzaville. Justement, qui a été médaillé d'or sur 100 mètres et sur le relais aussi avec les garçons. Projet, ambition rapidement pour finir? Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2016, donc déjà on aimerait faire finaliste et pourquoi pas ramener encore une médaille olympique. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut tout de suite là, Gabriel, pour nous ramener la médaille? On en a besoin. Et puis quand on parle de projet, vous parlez sport. Il n'y a pas de projet de mariage, tout ça. Oui, mais non, c'est pas. Ah oui. Non, comme on le dit, c'est le soutien financier. On a déjà le soutien du pays au niveau des Ivoiriens qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, on voit, qui nous demandent de ne pas abandonner, de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, les Ivoiriens sont formidables. Justement, donc si les gens peuvent encore avoir ce soutien financier par rapport au niveau de l'État et tout, on pense qu'on aura beaucoup de médailles. On va commencer à cotiser et puis ça fera l'affaire. Merci beaucoup. Talou, Marie, José, médaillé d'or sur 200 mètres aux Jeux africains de Brazzaville. En tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Et je rappelle aussi que vous avez été élu meilleur athlète féminin des Jeux africains en 2015. En tout cas, beaucoup de médailles. Merci pour la fierté que vous êtes. Et pour tous ces trophées que vous nous ramenez. Philo, ton dernier mot. Non, c'est fini. En fait, c'est pour lui offrir ça. Oh, c'est trop gentil, c'est mignon. Merci, Philo. Ça pousse. Voilà. Nous, en tout cas, on n'a rien pour te donner. Et c'est avec le cœur, en fait. Avec le cœur, tout le village, toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ça peut courir dans l'eau, dans la piscine, tout. Merci. Merci, Philo, merci. José Talou, à retenir dans le domaine de l'athlétisme. On part pour la pub et on se retrouve dans quelques petits instants.